La place des femmes progresse-t-elle dans les postes à responsabilité en France ? Alors, si la loi Rixain impose un quota de 30% de femmes cadres dirigeantes pour 2026, seulement 3% des femmes occuperaient aujourd'hui des postes de dirigeantes. Les recherches indiquant, par exemple, que les femmes cadres sont plus susceptibles de quitter leur poste prématurément que leurs homologues masculins. Alors voilà tout simplement la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans cette émission Enquête de sens. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France ? Réponse toute féminine avec nos invités dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame, je vous le rappelle, et sur RCF. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. J'ai la joie d'accueillir pour commencer Esther Ribaud. Bonjour Esther. Bonjour Marie-Ange. Récidive dans cette émission Enquête Tout de à sens. fait, avec plaisir. Vous qui êtes executive coach, fondatrice et dirigeante d'Expérientiel, une entreprise donc, qui crée des expériences pour aider tout simplement les femmes leaders à devenir encore meilleures. Moi j'adore le slogan. Encore meilleures. Ça ne suffit pas d'être leader, il faut être encore meilleur. Ouais, encore pour meilleur. rester, c'est ça ? Ouais, complètement. Pour Bon. être dans une pérennité en termes de performance. Sachant qu'il y a la vie de famille et la vie perso qui compte aussi, et d'autant plus aujourd'hui, et qui est à prendre en considération. Donc, comment conjuguer tout ça ? Réponse avec Esther Ribaud. Mais pas seulement, nous sommes également en compagnie de Gisèle Ziglac. Bonjour Gisèle, Bonjour, Marie-Ange. j'espère que je vais réussir à prononcer votre nom toute l'émission. C'était parfait. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Gisèle, vous êtes docteur en philosophie politique, experte en leadership, en mentoring, et spécialiste de diversité, et vous accompagnez les femmes dans leur carrière, c'est bien ça ? Pour Oui. commencer, notons aussi votre ouvrage Subversive, l'art subtil de n'être jamais là au long vous attend chez Payot. Précieux aussi en ces temps où on a envie de tout contrôler et parfois pas facile de s'aiguiller dans ce monde incertain, n'est-ce pas ? Donc ce livre qui est paru il y a quelques temps mais à découvrir toujours dans les bonnes librairies chez Payot. Nous sommes également en compagnie de Brigitte Tropna. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie-Ange. Vous Merci, êtes, Marie. alors vous calmez un peu, je m'emballais. On se calme, bonjour Brigitte. Vous êtes CEO chez Sirpac et cofondatrice d'IT au féminin. Qu'est-ce que c'est que ça, IT au féminin ? Alors c'est un regroupement de femmes qui œuvrent pour l'égalité des femmes dans la tech. Dans la Et tech, la mixité des femmes très dans la très tech. masculine, peu représentative encore. Elles sont encore peu représentées et elles méritent d'être plus présentes. Alors le sujet est un sujet bien plus large que la tech, D'accord. mais je dirais que notre environnement professionnel étant plutôt celui de la tech, on a principalement œuvré dans ce... Et pour dans ce attirer sens. peut-être plus parce que les femmes, alors là je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai l'impression que ça attire peut-être encore aujourd'hui les hommes, surtout par Oui, rapport tout à fait. Les à femmes... d'autres secteurs qui attirent plus les femmes. Je sais rien, je dis ça. C'est un sujet de fond qu'il faut traiter C'est parce que votre sujet. c'est un sujet de fond qui découle aussi des formations en fait. Et des idées reçues aussi. Et Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Toi, tu seras pompier, toi, tu seras princesse. Enfin bref. Nous sommes enfin en ligne avec Viviane de Beaufort. Bonjour Viviane. Bonjour, je suis ravie, même à distance, je suis ravie de participer. Eh ben, écoutez, Et surtout que je connais toutes les trois et je connais leur engagement. Et je fais un petit coucou particulier à Gisèle. Bonjour Et je Viviane. recommande un de mes livres de chevet, c'est son Subversive. ouais. Voilà, je dois le dire. Faut-il être subversif pour grimper les échelons ? On en parlera sûrement, ça. Je pense que ça fait partie d'un sujet très féminin d'être trop bon élève et que l'encouragement de Geneviève à revendiquer sa valeur et ne pas laisser subir un système et des codes qui sont pas Alors les nôtres. Viviane, effectivement, C'est on va en parler. profitable. Vous êtes en train de me spoiler mon émission. C'est pas possible. Je termine ce petit tour de présentation, si vous le permettez, chère Viviane. Qui êtes-vous ? Vous êtes professeur-chercheur, expert en droit européen. Vous êtes chevalier du mérite et chevalier à la Légion d'honneur, précisons-le aussi, responsable du programme Women Board Ready à l'ESSEC. C'est bien ça. Oui, et de Femmes et Talents. Et vous allez voir Femmes et pourquoi Talents. je parle de ce petit programme-là. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite, sans plus attendre. Esther Ribaud, vous qui êtes déjà venue dans cette émission, mais c'est pas pour ça que je vous pose la question en premier lieu. Mais c'est vrai que dans les parcours, dans les parcours, les carrières, quand on interviewe des femmes qui réussissent, on a toujours l'impression que c'est un peu exceptionnel. On a encore aujourd'hui ce réflexe de dire waouh, elle a réussi quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, Est-ce que on est toujours un peu là-dedans ?
Oui, Très sincèrement. je pense que concrètement, on est là-dedans. Il y a une forme de, je ne sais pas comment l'appeler, de déterminisme un petit peu dans notre société de ce que la femme devrait faire et devrait être. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui pourrait vraiment faire avancer ce sujet-là, c'est aussi de penser à qu'est-ce qui nous anime en fait concrètement. Qu'est-ce qui nous permet de nous affranchir de toutes ces formes de pression qu'on a, que ce soit les stéréotypes de genre, que ce soit les pressions même souvent dans l'éducation. Je me souviens dans mon expérience personnelle, ma mère quand j'avais 30 ans, et j'adore ma mère, donc qui me disait bon alors tu as un bon travail maintenant, il va falloir maintenant penser à te marier, hein, et puis donc il n'y a pas cette notion de bah alors qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais, quels sont les moyens que tu te donnes pour aller Ouais. encore plus loin, quel est le plaisir en fait que tu C'est tires. uniquement la sécurité, c'est intéressant cet argument. C'est vrai qu'on Ouais. l'entend beaucoup autour de nous et même dans nos familles, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que j'appelle cette forme de déterminisme un petit peu de ce qu'on doit être. Et il n'y a pas cette, ce qu'on appellerait, en tout cas au niveau psychologique, comment on arriverait à se détacher de cette peur de rêver. On a cette forme de, tu dois évoluer de telle manière-là, alors qu'on devrait plutôt penser à qu'est-ce qui te ferait rêver, qu'est-ce que tu as envie en fait de devenir, et te donner les moyens en fait d'aller réaliser en fait tes rêves. Ouais, Viviane, vous partagez ce point de vue autour de la docilité un petit peu transmise de façon automatique de fille en fille, de mère en fille, etc., etc. Vous êtes d'accord que ça vient peut-être un peu de là aussi? Alors, il y a une culture très latine, hein, parce que je ne sais pas ce qu'en pense peut-être Gisèle qui se balade aux quatre coins du monde, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une approche culturelle latine liée, ça vient d'être dit, à l'éducation et à ce que toute la société, y compris à l'école, peut renvoyer aux petites filles. Et cette histoire de petite fille sage, de bonne élève, faut pas, voilà, tu ne fais pas trop de bruit, tu prends soin aussi, peut-être qu'on va parler du care, tu prends soin des autres et donc tu t'oublies. Ça, je pense que ça va parler à Esther. C'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi, hein, je peux le dire, parce que je pense que je suis la plus âgée. Là, j'ai 63 ans et demi, comme dirait mon petit-fils. Et moi, je pense que j'étais profondément rebelle, mais en fait, j'étais aussi profondément docile. Comprenez ce que vous pouvez comprendre. Je suis quand même rentrée, non pas dans un moule, puisque voilà, on attendait de moi d'être une intellectuelle, parce que j'étais dans une famille d'intellectuels, donc je l'ai été. On attendait de moi de me marier, je me suis mariée très tôt, et à un moment donné, il y a eu un vrai conflit, et donc un sacrifice. Ce que je voudrais pour les générations d'après, et je suis très sensible à la génération d'après et d'aujourd'hui, parce que c'est mes étudiants, et puis j'ai une fille qui a 35 ans, c'est qu'elle fasse des choix et pas des sacrifices. Moi, j'ai fait des sacrifices, parfois de famille, donc c'était un coup la famille, un coup ma carrière, et notamment refaire une thèse en étant maman, en travaillant, voilà. Et à un moment donné, il y a eu un divorce, parce que ma génération, je crois vraiment que les hommes ne supportaient pas. Non pas que les femmes aient un travail, mais que les femmes fassent une carrière, ce qui est très différent. Et je crois que notre thématique, c'est diriger une entreprise, être dirigeante. Donc, c'est faire une carrière. Et je crois que le vrai switch culturel, il est là. Ça fait longtemps que les femmes françaises travaillent. La vraie question, c'est ont-elles le droit de faire, dans des conditions, si ce n'est similaires, au moins équivalentes, une carrière, avec des choix de carrière. Question, effectivement. Et vous avez évoqué la loi Rixin. Ça fait, alors qu'évidemment j'ai soutenu, la question se pose, comme la loi Copé-Zimmermann. Mais ma question aujourd'hui, c'est tout le pipe, alors c'est pas très joli comme nom, pardonnez-moi, ou le vivier de talents féminins qu'on décourage parce qu'on exige d'elles de tout faire tout bien. Va créer mécaniquement, et il y a pas mal d'entreprises qui en ont maintenant conscience, mais elles sont un peu démunies de ne pas l'avoir anticipé. Le vivier de dirigeantes est très ténu.
Donc, on va arriver en grattant les fonds de tiroir, excusez-moi d'expression, on va voir comment les autres réagissent, à atteindre les 30% à peu près, et encore, ça dépend des secteurs. Les 40%, ça va... Alors justement, Viviane, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir Vous êtes 4, il va falloir partager, mesdames. Hein. Gisèle Ziglac et Brigitte Tropna, j'ai envie tout simplement de vous poser... Pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France, Gisèle et Brigitte, au fond? Gisèle, allez-y. Au fond, aujourd'hui, posons-nous la question. Alors, il y a plusieurs aspects qui ont été soulignés. Tout d'abord, ça vient de l'éducation. L'éducation qui est une programmation sociale, culturelle. Et les petites filles, on en a parlé, ne sont pas élevées pour diriger. Elles sont élevées pour faire plaisir, être à disposition d'autrui. Et je dis souvent aux femmes, nous ne sommes pas des open bars dans lesquels on peut se servir et être à disposition des autres. Toute cette philosophie, la philosophie du care. Donc ça, c'est un point, l'éducation qui est une programmation sociale et culturelle. Et si les femmes et les hommes naissent égaux par la nature, ils sont devenus inégaux par la culture. Cette culture qui est une programmation, qui est un processus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que historiquement, les femmes rentrent dans des maisons dont elles n'ont pas été les architectes, c'est-à-dire les organisations, les entreprises, les institutions. Et elles rentrent dans ces maisons dont elles n'ont pas été les architectes, donc c'est très difficile de comprendre où sont les murs porteurs, quelles sont les règles du jeu. Et elles rentrent souvent de manière isolée et éparpillée à partir de cette éducation où on leur dit qu'il faut travailler seul, que c'est au mérite. Là où les hommes, ils rentrent déjà par bande, ils font partie du boys club et ils ont déjà les règles du jeu. Et donc, c'est très difficile parce que quand la culture organisationnelle, les modèles de leadership sont historiquement basés sur les modèles que les hommes ont créés. Et donc, cette pression sociale, cette pression culturelle font que les femmes qui rentrent dans ces environnements, eh bien, il y a d'abord une résistance de la part des hommes, et heureusement qu'il y a des quotas, parce que s'il n'y a pas de quotas et qu'on attend par croissance naturelle, nous savons que nous pouvons attendre pendant des siècles. Donc ça, moi aussi, je salue toutes les lois. Même si moi, personnellement, j'ai horreur du quota. Mais en même temps... En fait, c'est un moyen. Je crois que, et là, je crois que Viviane me rejoindra. On en est tous voilà, là. C'est un moyen. C'est pas une fin. C'est un moyen pour brusquer. C'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie et on attend finalement que ce cheval de Troie il disparaisse un jour. C'est-à-dire que c'est un moyen pour changer un écosystème qui n'est pas égalitaire, puisque ce sont les hommes qui ont créé ce boys club et les femmes à l'intérieur, elles sont toujours, et pour accompagner beaucoup de femmes justement dans les programmes de leadership en France et à l'international, et je peux vous dire qu'il y a une forme de condition universelle des femmes, les femmes sont toujours vues comme des curiosités anthropologiques, des outsiders, comme un peu des animaux à plumes, et une femme qui passe qui passe en mode leader, et qu'elle s'affirme, on va dire, mais elle est hystérique. Au mieux, elle imite un homme. Mais on va dire, mais elle est hystérique. Là où, à l'inverse, un homme qui s'affirme, il est protégé déjà par la norme. Et la norme, ce sont les hommes. Normal. Les hommes qui fondent l'universel. Et une femme qui va passer en mode leader va toujours être vue d'abord par rapport à son genre, avant d'être vue dans sa fonction, dans son poste. Donc ça, entre ça, l'éducation qui est une programmation culturelle, le fait qu'il y ait si peu de femmes parce que l'écosystème n'a pas encore changé, c'est très difficile parce que les femmes se retrouvent seules et isolées. Et il faut aussi voir un autre point, c'est que bien sûr, il y a les pionnières qui ont ouvert la porte, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui parlent encore la langue des hommes. C'est normal parce qu'elles font partie du boys club. La langue des hommes. Oui, la langue des hommes. C'est-à-dire que voilà, qui se sont suradaptés, qui se sont suradaptés à la culture dominante, bien sûr, pour être intégré et reconnu comme leader, parce que le leadership passe par un phénomène de reconnaissance sociale. Vous ne pouvez pas décider que vous êtes leader. Il faut que les autres, vous pouvez le décider et oser, comme tel, oser le faire, oser créer ce mouvement. Mais il faut que les autres vous reconnaissent, sinon vous pensez que vous allez vous prendre le mur. C'est-à-dire vous pouvez avoir des qualités de leader, mais si les autres ne vous reconnaissent pas comme tel, vous allez vous prendre un mur. Et là, c'est là où les femmes se disent... C'est le truc à devenir une Prada, si j'ai bien compris votre logique. Exactement. Et donc les femmes vont dire... Pire qu'un homme. Pire qu'un homme, ou alors elles vont se dire, je vais faire un énième MBA, c'est parce que j'ai pas les compétences. Je leur dis, stop, redescendez. Il faut ralentir pour aller plus vite. Voilà, il faut juste descendre le niveau et comprendre en fait ce rapport de l'individu à l'écosystème. Elles sont bavardes, les femmes du jour. J'arrêterai là, Marie-Ange. Et créer des alliances, parce qu'on ne peut pas changer seul. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les sororités ou pas ? Oui, la sororité, mais cultiver la sororité avec les autres femmes, c'est-à-dire aider les femmes. Et je dis les femmes, elles réussiront vraiment à aider les autres femmes. Elles auront compris l'esprit du club le jour où elles aideront une femme qu'elles n'aiment pas. Brigitte, vous avez 2 minutes. Voilà, dans cet esprit-là, et bien sûr des alliances aussi avec les hommes et les femmes, pour changer l'écosystème.
Ouais, mais tout en douceur, on l'a bien compris. Brigitte, j'ai envie de vous poser la même question. Vous avez la même réponse ou pas du tout? Alors, je suis entièrement alignée avec ce que dit Gisèle. En effet, dans les constats, on est sur quelque chose de multifactoriel et de très ancré. Historiquement, dans l'éducation, dans la société. C'est des centaines d'années d'histoire en fait qui ont amené la situation. Je pense que le constat, on l'a fait de nombreuses fois. Il y a vraiment une situation où la place de la femme n'est pas à l'égalité de celle de l'homme dans la société. Alors en France, on a quand même une chance, c'est qu'elle est un peu moins, on va dire, minime que dans d'autres sociétés, mais en tout cas, on constate qu'elle n'est pas encore dans l'égalité. Et je suis d'accord, moi je rebondirais sur ce que disait Gisèle. Je pense qu'à partir de maintenant, puisque les constats ont été posés déjà de nombreuses fois et que finalement les biais, on les a tous, que ce soit un homme, une femme, il y a beaucoup d'histoires qui racontent qu'un homme qui veut prendre un 4/5e, c'est ah bon, mais pourquoi, que se passe-t-il, ta femme gagne plus que toi, enfin, c'est suspect, alors que pas du tout. Il faut reconnaître l'égalité, en fait. Il faut qu'on travaille pour que cette société soit plus égalitaire, parce que la position de la femme, c'est une position qui va apporter énormément de choses à la société et qui va apporter, grâce à cette mixité, beaucoup de créativité. On sait que quand un garçon et une fille travaillent ensemble, il se passe des choses et des phénomènes vraiment très beaux, parce que dans la créativité, dans la cohésion, en fait, il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe pour la société. Vous avez 52 minutes pour convaincre les chefs d'entreprise, ou en tout cas les entreprises très très masculines qui nous écoutent aujourd'hui, d'embaucher des femmes. Exactement. Alors voilà, ce que je voulais dire en fait pour terminer, c'était que maintenant il faut que l'on travaille ensemble. Et donc un des mouvements d'ITO féminin d'ailleurs avec Numéum, c'est de travailler sur hommes, femmes, même combat, travaillant ensemble pour plus de mixité. La société a besoin de plus de mixité. Eh bien, je propose un petit vivace pour respirer quelques secondes avec Frédéric Chopin, Prélude, cet extrait du Prélude opus 28, si vous le permettez, en mi bémol majeur. À tout de suite. Et voilà pour Frédéric Chopin et ce vivace à l'heure où nous nous retrouvons pour nous interroger pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France. Alors, est-ce que les 3%, c'est le bon chiffre ou pas? Non, c'est le 3%, c'est pour le CAC. C'est la représentation des femmes dans le CAC 40. Alors, on n'a pas de chiffre en fait pour on en a quelques global. Il y aurait 30% de femmes en France. Alors les chiffres sont discutés, donc en fonction des sources. Dans l'industrie, il y aurait une trentaine de % de femmes à des postes de management C-level. D'accord. Et un peu plus sur des postes intermédiaires de management quand même. Avec, je pense, en effet, Copé Zimmermann et Ericsson.
Avec les quotas, les fameux quotas mis en place il y a quelques années déjà. Esther Ribot est avec nous, Viviane de Beaufort est encore en ligne avec nous. Elle a un cours dans peu de temps, donc on va se précipiter sur elle, si je puis dire. Viviane de Beaufort, pour l'entendre à nouveau. Gisèle Ziglac est avec nous également sur place, et puis avec nous. Et Brigitte Tropnam, pour terminer, est également dans ce studio. Viviane de Beaufort, juste avant de nous quitter, finalement, s'il fallait répondre à cette question de votre côté, pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France? Et surtout, comment faire pour qu'il y en ait plus? Qu'est-ce que vous diriez en quelques secondes, du coup? Alors, au-delà de tout ce qui a pu être dit, et sans vouloir donc faire de copier-coller inutile, moi j'ai une grosse interpellation sur le rapport des femmes au pouvoir. Ah tiens donc. Un certain nombre de femmes décident de ne pas monter les marches du pouvoir. Ouais. Elles peuvent être managers sur le terrain, avoir des équipes, avoir un job intéressant, se sentir utile, et considèrent, c'est le résultat d'années de travaux que j'ai pu mener, que je continue à mener, elles considèrent que dans les sphères dirigeantes des grandes entreprises que vous évoquez, l'exercice du pouvoir est quelque chose de nocif, voire de toxique, artificiel, avec des mécanismes verticaux, et en fait elles n'ont pas envie d'y aller. Et la problématique fondamentale, c'est que si elles n'y vont pas, il n'y aura pas de mixité et on ne pourra pas changer. C'est sûr que s'il n'y a pas de volonté, il n'y aura personne au poste, en fait. C'est pour ça que un de mes combats en tant que professeur-chercheur sur les programmes exécutifs que vous avez cités, c'est de leur donner les codes qu'on a évoqués, de leur apprendre, si ce n'est à se battre, au moins à résister, à être telles qu'elles sont, plutôt que de se suradapter, qui correspond à une problématique non pas femme-homme, mais minoritaire, majoritaire. C'est des travaux du sociologue Pierre Moscovici menés aux États-Unis sur des problématiques de race, de problèmes ethniques et non pas femme-homme. Mm-hmm. Et donc, je crois que fondamentalement, aujourd'hui, que grâce au quota, on a des proportions minoritaires qu'on appelle suffisantes. C'est le fameux 30% ou un tiers. Et si c'est 40, tant mieux. Ces femmes peuvent effectivement exister en tant qu'elles sont elles-mêmes, se tendre la main. J'ai entendu le mot sororité, je le reprends. Ouais. Le problème, c'est que les entreprises n'ont pas du tout préparé ces textes qui pourtant étaient discutés et qu'elles prennent conscience aujourd'hui du fait qu'elles n'ont pas créé de vivier qui va permettre à des femmes du middle management ou du management de monter les marches du pouvoir et de devenir dirigeantes. Le vivier de dirigeante est très ténu, je le redis, et si on ne prépare pas à 5 ans, à 10 ans, il va y avoir à 40%, on va dire, en faisant les fonds de tiroir, en recrutant de nouvelles femmes, de notre mieux, et c'est ce que font toutes les entreprises en se précipitant, ce qui explique une guerre des talents nouvelle dans les cabinets de recrutement, dont tout le monde signale l'existence. Mais les entreprises n'ont pas suffisamment réfléchi, en tout cas trop peu d'entreprises ont réfléchi à la question de la promotion, du repérage des talents et de la promotion des talents, du middle management vers le management, du management vers la direction. Parce qu'une dirigeante, on ne peut pas la nommer et décider qu'elle a l'expérience de dirigeante. À la limite, une administratrice, on va la recruter de l'extérieur. La loi Copé-Zimmermann, c'était un peu plus facile, entre guillemets, de réaliser le quota. Pour les dirigeantes, il faut un parcours, il faut une expérience. On ne va pas nommer des personnes qui sinon, on tombe dans le comble du quota. Donc, ça devient absurde, en fait, effectivement. Absolument. Esther Ribot, merci infiniment, Viviane. Effectivement, Esther Ribot, vous aviez l'air d'être tout à fait d'accord de partager la montée des marches, si je puis dire, compliquée, complexe dans l'esprit des femmes. Ouais. C'est très compliqué. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de gestion de la vie familiale et personnelle qui risque d'être un peu abîmé, si je puis dire, par cette carrière, ce poste un peu effrayant? Oui, complètement. En fait, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Parce que quand j'étais au fin fond de mon burn-out, il y a un peu plus d'1 an, je venais d'être maman pour la seconde fois et j'ai pris un poste, donc j'ai eu une promotion qui me permettait de travailler au niveau international.
Et j'étais très contente, donc j'ai mis toute mon énergie dedans, tout en allaitant en parallèle, et puis tout en tenant à ce que les 2 enfants puissent avoir ce qu'il fallait, donc très, très bas âge. La première avait 2 ans et l'autre 6 mois. 3 mois après, je me suis écroulée. Et quand je me suis écroulée, la question que je me posais, c'est pas possible. J'ai pas de rôle modèle. Comment elles font ? Mais comment elles font ? On ne m'a pas appris en fait à gérer à la fois en fait la famille de la manière dont j'ai envie de la gérer et en même temps gérer mon poste sur lequel il y a des exigences et on m'attend. Donc il y a quelque chose de l'ordre aussi dans la société de la construction ou alors de parler de ces rôles modèles-là. Je pense à Christelle Heidemann, par exemple, qui est PDG aujourd'hui d'Orange, qui a 3 enfants, je crois, et qui gère très, très bien sa vie familiale et aussi, en fait, sa carrière sans se poser de questions parce que ça fait partie, en fait, de ses prérogatives d'être à la fois la mère, mais aussi d'être la professionnelle qui réussit. Mais je trouve que on n'en parle pas suffisamment. On ne dit pas à quel point c'est dur, à quel point il faut faire des choix, à quel point il faut se concentrer sur ses forces. Et ça, c'est quelque chose, quand on parle de carrière en entreprise, de dirigeants, etc., il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas un seul type de leadership. Il y a un leadership qui est basé sur les forces individuelles. J'ai un leadership aujourd'hui que je considère de leadership positif parce que je vais aller chercher justement dans mes valeurs d'optimisme, de liberté, d'engagement pour inspirer. Ça va être le cas peut-être pour Gisèle qui va aller puiser dans ses valeurs. Le leadership, c'est cette capacité à mobiliser en fait ses ressources et ses forces et pouvoir inspirer en fait tout le monde en fonction. Donc j'aimerais quand même que dans les entreprises, en tout cas c'est mon vœu, quand on regarde une femme, j'aimerais qu'on arrête de regarder en fait uniquement son genre et que on prenne conscience que la personne qui est en face de nous, mais derrière, en fait, c'est 72% des tâches parentales qu'elle gère, 62% des tâches domestiques. Et puis, si elle n'est pas proche aidante, parce que un salarié sur 2 aujourd'hui est proche aidant et c'est une femme qui assure en fait ça, c'est de voir cette réalité-là et puis de voir à côté qu'elle va gérer aussi en fait son ambition. Donc, quels sont les moyens qu'on lui donne pour pouvoir exercer ce potentiel-là et tirer l'entreprise justement vers l'avant. Et sans qu'elle tombe dans le burn-out, si j'ai bien compris, Esther. Exactement. Et ça, c'est un sujet que moi j'adresse avec la méthode que j'ai créée qui est le flow leadership. Tout simplement, c'est quoi ? C'est comment être en conscience de soi-même et mettre en fait son soi au service de sa performance. Le soi, c'est tes forces. Le soi, ce sont tes limites. Donc, comment arriver à se rendre compte que là, j'atteins mes limites et donc, du coup, je suis capable de pouvoir aussi m'appuyer sur les autres pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est-à-dire qu'on c'est pas soit mauvais dans ton travail, parce qu'on peut se dire que du coup, vous consacrez moins de temps à votre travail et plus de temps à vos enfants, à votre vie familiale, personnelle, et donc que ça négligera votre travail, mais vous dites non, en travaillant différemment, ça suffit. Absolument. C'est ça que vous êtes en train de dire. Gisèle, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez ? Gisèle, êtes-vous d'accord ? Partagez-vous cette espèce de... C'est pas une chimère, on peut y arriver, on peut... Techniquement, c'est possible, en fait, parce qu'il faut quand même s'arrêter là, hein, à un moment donné, à cet étage de... Est-ce que la faisabilité, mener une grande carrière de dirigeante, une grande carrière même tout court, quand on est une femme, et en même temps, ne pas mettre en péril sa vie de famille ou sa vie personnelle ? Oui, tout à fait, Marion, je pense que c'est possible, et je rejoins tout à fait Esther dans ce qu'elle vient de dire. Je pense qu'il faut rabattre les cartes. C'est-à-dire que, et c'est ce que je vois dans toutes les femmes que j'accompagne sur le leadership, que ce soit en France, à l'international, il y a toujours cette idée de « je dois être parfaite ». Donc, il y a toute une déconstruction culturelle, déjà une prise de conscience de tout ce que tu viens de dire, Esther, de tous ces biais, de toutes ces injonctions que l'on a, puisqu'on a des injonctions qui sont extrêmement, extrêmement fortes. D'ailleurs, ça fait partie de la culture, c'est dans l'invisible. Il n'y a qu'à penser à Rousseau qui disait dans Les Mille d'éducation, Rousseau qui a quand même abandonné 5 enfants, qu'est-ce qu'on dirait d'une femme ? Les petites filles doivent être gênées de bonheur. C'est-à-dire les petites filles doivent toujours être habituées à être évaluées par cette espèce d'œil extérieur qu'on finit par intérioriser. Donc ça veut dire lâcher l'affaire. Ça veut dire arrêter de se juger et qualifier sa présence. Et de manière un peu amusante et métaphorique, les femmes que j'accompagne, je leur dis, il faut passer de Shiva à Bouddha. Il faut qualifier sa présence, lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être une femme parfaite. Il faut renoncer à l'identité totale, 300% au travail, 300% à la maison, être une bimbo, entre guillemets, être une mère parfaite, une professionnelle parfaite. On explose en vol parce que c'est une position qui est intenable. Et les hommes sont d'excellents leaders, peuvent être de très bons pères de famille et ne sont pas obligés d'être parfaits. Donc il y a une injonction à la perfection qui est liée à, finalement,
au fait, ce que je disais tout à l'heure, d'être un open bar, d'être dédiée aux autres et d'être parfaite dans tous les aspects de sa vie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut renoncer, la perfection, le syndrome de la femme totale, ce que j'appelle l'identité totale, et apprendre à faire moins, à ne pas délivrer une copie parfaite. On n'est pas dans une classe d'école où il va falloir cocher toutes les cases et avoir une super note. Ça marche pas comme ça, le monde professionnel. D'où mon idée de ralentir pour aller plus vite, de passer de Shiva à Bouddha et de comprendre les codes. Et finalement, c'est pas grave si on n'est pas une maman à la maison tout le temps. C'est pas grave si on n'est pas parfaite sur un dossier. Les hommes ne le sont pas et ça ne s'empêche pas d'être des dirigeants. Donc il faut peut-être aussi comprendre les codes et comprendre ces codes. Et c'est vrai que je rejoins aussi ce qu'a dit Viviane tout à l'heure, c'est qu'on est dans une espèce de période de transition. Ouais. Nous sommes dans des organisations dont des femmes souvent n'aiment pas les codes, elles ne se reconnaissent pas dans les modèles de leadership qu'elles associent à la domination, etc. Alors que le leadership, je te rejoins Esther, c'est juste un mouvement intérieur, c'est un mouvement, c'est une capacité d'être et de faire qui va inspirer bien sûr les autres, et c'est un mouvement intérieur qui va créer un mouvement extérieur. Et ça n'a rien à voir avec un modèle autoritaire, un domaine dominateur, mais ce sont des modèles que l'on a à l'esprit, donc il faut déconstruire ces modèles de leadership, mais pour ça il faut aller au milieu du terrain. Or, comment je fais pour aller au milieu du terrain si je n'aime pas les codes ? Eh bien je n'y vais pas seule. Donc je crée des alliances à la fois avec les femmes et avec les hommes pour pouvoir aller au milieu du terrain. Parce qu'on se retrouve dans la situation suivante, les femmes excellent et ce sont d'excellents numéro 2, mais elles ne sont jamais promues. Elles ne sont jamais promues parce que, et je me rappelle d'une enquête que j'avais faite dans des grands groupes, et ce sont des hommes sur les regards croisés hommes-femmes, et des hommes avaient dit que les femmes avaient une compétence totalement féminine. Devinez quoi ? Les femmes sont capables de travailler dans l'ombre et de ne rien demander. Ça, c'était... Vous avez donné ça ? C'était il y a quelques années, mais c'était il n'y a pas si tard, ça doit être il y a 5-6 ans, donc même peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et donc en fait, ça c'est une compétence qu'on va demander aux femmes, c'est-à-dire d'exceller, d'être discrète et d'exceller dans l'ombre. Et donc les femmes confondent l'excellence opérationnelle et le leadership, et ça n'a rien à voir. Et je passe mon temps à répéter aux femmes aux 4 coins du monde, arrêtez de confondre la perfection, l'excellence opérationnelle et le leadership. Vous pouvez amener, vous pouvez contribuer, mais il faut comprendre les règles du jeu. Et donc, ça veut dire qu'il faut, quand je dis lâcher l'affaire, ça veut dire renoncer à l'excellence, renoncer à la perfection, accepter que le dossier ne soit pas parfait, parce qu'il y a une forme de justification dans les détails, dans la perfection. C'est pour rechercher la validité, rechercher la reconnaissance. Or, en fait, ça crée une forme de vulnérabilité, mais c'est parce qu'aussi le leadership passe par ce phénomène de reconnaissance sociale. Mauvaise, en fait. La seconde de départ n'est pas la bonne. Voilà, exactement. Et il faut se détacher du regard d'autrui, savoir qui en est, le soi. C'est très important. Savoir qui en est. Et ça, c'est intéressant. Je fais intervenir à ce moment-là Brigitte parce que du côté de nos tech, les spécialistes de la tech, donc nos ingénieurs, en fait, pour commencer, pas seulement, mais notamment, on sait que l'ingénierie attire très, très peu de femmes. Parce que la médecine, ça y est, c'est complètement féminisé maintenant, etc. Mais l'ingénierie, ça n'attire pas. Est-ce que c'est pour des raisons, vous pensez qu'il y a des espèces de présupposés dans la société, des idées préconçues sur c'est un métier d'homme, etc. Alors, il y a le présupposé, c'est un métier d'homme, et surtout, ce sont des études d'hommes. Ce sont des études d'homme, typiquement. Mais j'imagine très très bien ma grand-mère dire ça. Il y a très peu. Voilà, c'est ça. Oh, ce sont des études d'hommes. Alors, les femmes vont peu vers les écoles d'ingénieurs, et c'est vraiment tout le sujet on va dire, de la société d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vraie question, ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de copines qui sont ingénieures ? Moi, je suis ingénieure. Alors, on en a plein. Bravo. Non, on en a plein. On est surpris quand on en trouve. C'est la curiosité anthropologique dont je parlais. Alors, oui, on en a. Et moi, je ne sais pas qu'il y a 30% de femmes dans l'entreprise et un grand nombre de femmes ingénieures. Donc, non, il y en a. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur le fond dès le plus jeune âge pour inciter les filles à s'intéresser à tout. À s'intéresser en tout cas à bonne rien, mais s'intéresser à tout, à leur dire qu'elles sont capables de tout et à ne pas les genrer dès le début en disant les petites filles savent lire et les garçons font de l'informatique. Pour résumer, c'est un peu ça. Et tu peux être pilote de chasse si tu rêves d'être pilote de chasse. Et malheureusement, parfois, même l'éducation nationale se loupe sur certaines campagnes puisque elle a trouvé un job, il a trouvé un job. La jeune femme qui a trouvé le job de ses rêves, c'est une jeune femme qui lit.
Et le monsieur qui a trouvé le poste à la hauteur de ses ambitions, c'est un jeune homme derrière un ordinateur. Donc vous voyez, des fois, rien que ça, c'est des fois des représentations complètement inconscientes et des biais complètement inconscients. Mais ça existe, et de plus en plus. Et il y a énormément de mouvements, alors qu'on appelle féministes, mais les féministes positives, pour l'égalité et la mixité, qui travaillent sur ces aspects pour aller dès le plus jeune âge au sein des écoles pour promouvoir en fait une culture de la compétence et des capacités de tous. Eh bien, je n'ai qu'un mot. Je n'ai qu'un mot. Vous êtes très très bavarde, mesdames, aujourd'hui. C'est Résiste et c'est signé France Gall. À tout de suite. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. 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 Et voilà pour France Gall.
un petit air de résistance dans cette émission. Toute féminine, pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'entreprise en France ? Pardonnez-moi pour les chiffres qui n'étaient pas complets. Merci d'avoir précisé tout à l'heure, Brigitte Tropna. Quand on parle de 3%, c'est dans le CAC 40. Alors peut-être qu'un jour, même dans le CAC 40, il y aura 60%, 50% de femmes. Rêvons un peu. Mais en revanche, c'est quand même assez édifiant de voir que la progression se fait lente. Voilà, on va dire ça. Mais il y a une progression quand même, grâce au quota notamment. Esther Ribot est avec nous. Je rappelle brièvement comment ? Grâce aux femmes. Grâce aux femmes. Qui assument. Brigitte, mais oui, bien sûr. Esther Ribot, toujours fondatrice et dirigeante d'Expérientiel. Viviane de Beaufort, qui est avec nous, qui est chercheur en tout genre, mais notamment elle anime, elle est responsable du programme Women Board Read à l'ESSEC. Viviane de Beaufort qui est toujours en ligne avec nous. Gisèle Zigla qui est avec nous également, docteur en philosophie politique, experte en leadership, mentoring et en diversité dans la carrière des femmes. Brigitte Tropna, enfin, CEO chez Cirpark, qui est cofondatrice d'IT au féminin et justement qui travaille, qui étudie, qui analyse, qui observe et qui cherche à développer le côté tech des femmes. On va dire ça comme ça. Viviane de Beaufort, vous êtes toujours en ligne avec nous. Je crois que justement, vous aviez un petit mot à ajouter à ce que disait Brigitte tout à l'heure à propos de la tech et des femmes, je crois. Allez-y. Oui, j'essaie d'avoir une perspective historique. Il y a très longtemps, ça peut paraître surprenant, mais les femmes n'avaient pas accès au droit. Elles n'allaient pas fondamentalement vers le droit. Et puis après, il y a eu la conquête de la médecine. C'est vrai. Je crois fondamentalement que les femmes pourraient conquérir le domaine de la tech et c'est absolument essentiel parce que la tech modèle notre monde. C'est absolument inacceptable que ce monde ne soit pas mixte. Un levier qui n'a pas été évoqué, qui me paraît assez puissant et qui permet d'expliquer pourquoi il y a beaucoup de filles qui font des écoles supérieures de commerce et relativement peu, voire très peu, qui font des diplômes d'ingénieur, même quand elles sont très bonnes en maths et en physique à l'école. Et encore, quand on creuse, il y a une grande majorité en biologie, où elles voient un aspect d'application et beaucoup moins quand il s'agit d'ingénieurs mécaniques. Okay, c'est le problème du sens. C'est-à-dire, du sens ? Les filles ne voient pas ce qu'elles peuvent faire avec un tel diplôme. Elles considèrent comme quelque chose d'assez peu humain, ce type de diplôme où on va utiliser essentiellement les maths, le codage, etc. C'est-à-dire c'est technique, donc c'est un truc de gars. En gros, c'est ça. Ce que vous êtes en train ça de ne raconter. les intéresse pas. Voilà. Moi, froid. j'ai les associations comme Femmes Ingénieures qui se battent pour essayer de convaincre les jeunes filles. Je leur ai proposé, parce que je suis assez proche d'elles, je leur ai proposé d'expliquer tout simplement à ces lycéennes que si, lorsqu'on prend les jeux vidéo, il n'y a que des jeux de bagarre, de robots qui se tapent sur la tête, qui meurent avec des armes et des kalachnikovs, etc., c'est justement parce qu'il n'y a pas de jeunes filles qui vont venir raconter d'autres histoires et être capables de le faire. Et en fait, ça, c'est toute la symbolique du monde de la tech. Et je pense que quand on leur dit, si vous maîtrisez la tech, vous allez pouvoir rentrer dans le secteur de la e-santé, rappelons ce souci du care fondamental des femmes, et transformer, voilà, et aider votre prochain. Vous pourrez le faire justement à travers la tech, oui, mais effectivement. bien sûr. Donc en fait, les interpeller sur le sens, changer le message, plutôt que sur la carrière, me semble être un bon levier. Voilà, merci d'avoir précisé, Viviane, et c'est très intéressant, même sociologiquement, c'est tout à fait juste. Hein. C'est vrai que on a vu que dans les femmes maintenant, voilà, les hommes faisaient leurs droits, faisaient leur médecine, faisaient médecine. Voilà, déjà ça a changé, pourquoi pas la tech ? Il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Esther Ribot, n'est-ce pas ? Non, c'est excellent. Mais la logique est intéressante. Ce que Viviane dit, parce que pendant qu'elle parlait, je me suis rappelée en fait de ce chiffre qui émane en fait d'une enquête d'AXA qui disait que 80%, je crois que plus de 80% des femmes se retrouvent en fait à faire passer la santé des autres en fait avant la leur. Et on est dans un rapport sacrificiel en fait dans
ce care, La là, santé dans des ces autres, tendances. dans leur famille ou même dans leurs proches? De manière dans leur, générale, d'accord. on a une tendance en fait à faire passer les autres avant nous, et notamment, ils mesuraient justement tout ce qui est maladie cardiovasculaire qu'on peut éviter si on arrivait justement à anticiper et à mettre un peu plus de conscience dans la manière dont en fait on utilisait notre énergie et nos ressources, et prévenir en fait tous les problèmes, que ce soit aussi la manière dont on évolue dans notre carrière. Et c'est vrai que moi qui suis ingénieure, c'est vrai que Pardon Esther. Une des 23%. Oui, une des 23%, je crois que je fais grimper à 1%, peut-être, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, en fait, de savoir est-ce que j'avais envie d'être ingénieur, pilote. Je crois que j'en avais un petit peu parlé à l'antenne. Ouais. Je disais que tout simplement, mon père, il me voyait dans une projection à la NASA. Donc, il avait vraiment un rêve pour moi, et ce rêve, me propulsait très très haut. Bon, je suis pas partie avec la fusée, hein, mais Vous êtes un petit peu ouais, je me abîmé suis en un peu vol. limitée. Et donc, du coup, on en parlait aussi avec Brigitte. J'ai fait ingénieur parce que j'avais un oncle. Je rappelle que je suis née en Côte d'Ivoire. Hein, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire jusqu'à la terminale. J'avais un oncle qui était hyper riche. Ouais. À chaque fois qu'il arrivait à la maison, hyper bien sapé. Et moi, j'étais là, un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tonton? Il m'a dit, je bosse dans les télécoms. Je lui ai dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. C'était aussi simple que ça. Merci, c'est bien les télécoms. Ah, c'est drôle parce que là, le son sur les. Oui, c'est pas le les, sens, non, parce que, en en fait, non, pas du tout. C'est assez basique, en fait. Mais en fait, ça veut dire aussi que, quelque part, ce que je cherche derrière, c'est à changer aussi de classe. Ce que je voyais, en fait, c'était un moyen de pouvoir accéder, en fait, à une autre classe sociale. Et c'est ça qui me faisait rêver. Donc, je reste, en fait, dans cette ambition que moi, j'ai ce modèle-là. C'est un homme, mais je veux faire, en fait, ce qu'il est en train de faire. Et donc, je me suis donné tout simplement les moyens. Et bien sûr, une fois que j'ai atteint ces moyens-là, j'ai commencé à goûter à la liberté d'être soi, de faire ce qu'on a envie. Donc, j'ai évolué dans les métiers de business, de commerce, pour finalement devenir executive coach. Il y a foncièrement, il y a quelque chose que j'inculque, en fait, à toutes ces femmes leaders. Qu'est-ce que vous entendez en fait dans votre tête? C'est qui cette voix qui vous parle? Est-ce que c'est la voix de la pression sociale? Est-ce que c'est la voix de votre mère? Est-ce que c'est la voix de la subversion? Et vous êtes où dans tout ça? Celle de la Intéressant. liberté. Mesdames, écoutez, si vous écoutez cette émission Ouais. d'urgence, posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes? À n'importe quel échelon, n'importe quel poste. Vous posez la question, vous posez avec votre petit thé ou votre café ou autre chose. Ce Oui, que vous complètement. Non, mais c'est de se questionner en fait dans l'espace de liberté en fait justement qui guide nos choix. Ouais. On est en train de, il y a beaucoup de femmes qui traversent leur vie. Hein, qui vivent la vie de leur mère ou qui vivent la vie de leur de leurs parents, qui ne veulent pas décevoir comme t'en parlait Gisèle, qui cherchent encore la reconnaissance à 50 ans alors qu'on est clairement adulte, et on passe à côté en fait de sa vie. On ne l'habite pas. Ouais. On ne laisse pas de traces, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'impact. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On transmet ça à nos enfants. Être l'exécutif de sa vie, c'est déjà pas mal, hein, si j'ai bien compris. Mais complètement. N'est-ce pas, Gisèle? Alors moi, je voudrais quand même citer Gisèle parce que, alors, je suis désolée, humblement, je viens de découvrir le livre de Gisèle, je ne vais pas mentir, mais je suis tombée sur une phrase qui me plaisait bien. Évidemment, je ne la retrouve pas. Voilà pourquoi la subversion est un impératif, dites-vous, pour les femmes. La subversion est le moyen ultime, le geste suprême, l'arme fabuleuse de la libération et du renversement d'un ordre étouffant et sclérosant dans lequel les femmes ne peuvent déployer toute la richesse de leur humanité et se retrouvent cantonnées au personnage de deuxième rang. Wow. La subversion. Oui, Expliquez-nous. la subversion, c'est le pas de côté. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas répondre aux injonctions sociétales. C'est le fait de renverser, quand je dis renverser la table, c'est-à-dire le fait de se donner la liberté de pouvoir rêver, la liberté de pouvoir être soi, et de ne pas se soumettre aux injonctions sociétales, c'est-à-dire appartenir aux autres. Je dirais que dans ce processus de la société, les femmes ont été cantonnées dans ce que j'appelle les parcs à thème. C'est-à-dire que les hommes ont fait réussir ce tour de force, et de faire croire que la domestication des femmes, c'était de la civilisation. Or, les femmes n'ont jamais pu accéder à leur humanité de manière libre, c'est-à-dire n'ont jamais pu exprimer ce que j'appelle le génie personnel, c'est-à-dire la liberté d'être soi, la liberté de créer. Parce qu'on les croyait fragiles? Parce qu'on les croyait fragiles, mais surtout, on en a fait des personnages secondaires, des personnages mineurs au service des hommes. Elles n'ont pas le statut de sujet, elles n'atteignent pas l'universalité. Et
En fait, la subversion, c'est aussi pouvoir se positionner dans la liberté de son humanité et se libérer du besoin de la libération. C'est-à-dire que le jour où je me pose comme étant un être humain, j'arrête de me justifier en disant « j'ai les compétences, je peux y arriver, reconnaissez-moi, je suis le leader que vous attendez ». Non, je me pose dans mon humanité, dans mon universalité, dans ma liberté. Et la subversion, c'est ce que je m'autorise à faire. C'est le petit pas de côté, la pensée décalée. Donc, si j'ai bien compris, ne pas rester résistante toute sa vie, ça c'est pas bon. On peut passer par là, mais alors après, on transforme ça. Ne pas rester soumise. Pas rester soumise. Et la phase de résistance, c'est souvent une phase de conscience. Et après la phase de conscience, il y a la liberté. C'est important d'accéder à l'aboutissement. Oui, c'est important d'accéder. Et l'accomplissement, Brigitte, effectivement. Exactement. On est d'accord avec ça. D'accéder à cet accomplissement, parce que c'est que comme ça qu'après, on peut se donner la liberté d'agir. Donc la liberté de faire une différence, la liberté de contribuer et la liberté finalement de pouvoir cultiver son humanité. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en ce sens-là. Les compétences ne sont pas genrées. Il n'y a pas de rapport de force par nature entre les hommes et les femmes. Tout ça, ce sont des constructions des constructions culturelles et sociétales pour pouvoir, légitimer une forme de domination sociale et culturelle. Et donc la subversion, c'est cette prise de conscience, c'est un accès à la liberté. C'est le petit pas de côté que je vais faire chaque jour. Eh bien, on me dit de prendre des notes, je ne vais pas prendre des notes. On me dit d'apporter le café, je ne vais pas apporter le café. J'ai oublié de penser à moi, mais je vais penser à moi. Donc, c'est-à-dire, ce sont des petits pas de côté qui, les uns à côté des autres, vont pouvoir faire en sorte qu'on va accéder à soi-même. Et c'est pas de la résistance. Et c'est pas la résistance, c'est la liberté. Et c'est l'écoute de soi. C'est l'écoute de soi. Alors moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si Viviane est encore avec nous, ou alors Brigitte pourrait peut-être répondre à cette question. Mais qui sont, en fait, mais comme vous êtes chercheur, profitons-en. Qui sont aujourd'hui ? Comment sont-elles ? Qui sont-elles, ces femmes dirigeantes d'aujourd'hui ? En particulier, ces fameuses 3% du CAC, est-ce que ce sont d'horribles tyrans ou est-ce que ce sont des femmes accomplies ? Moi, j'ai envie de vous poser la question, une question d'enquête au fond. Mais Viviane, est-ce qu'on le sait ? Alors, je vais précisément faire de la subversion. Je ne vais pas répondre aux 3% du CAC 40. Parce que pour moi, ce sont des femmes qui ont été nommées là parce qu'elles sont compétentes et qui correspondent à des parcours, on va dire, exceptionnels. D'accord. La question de notre monde, c'est que ça ne soit plus exceptionnel. Il est là le problème. C'est que la mixité, c'est que accéder à créer son entreprise et en être dirigeante ou être nommée administratrice d'une petite boîte, d'une start-up ou accéder à de telles fonctions n'est pas une question de genre. C'est une question d'envie, c'est une question d'individu, et dans individu, entendez le U et puis après le UE éventuellement. Je regarde moi la génération d'après, les 35 ans, les millénaires, on l'a mis, il y a de plus en plus de jeunes hommes et je les encourage à le faire, hein, et la génération qui arrive, ça va être mieux ou pire, tout dépend, qui revendiquent de ne pas faire carrière, qui revendiquent de vouloir s'occuper de leurs gamins, qui revendiques de faire de la guitare. C'est vrai que ça s'équilibre dans les deux sens, en fait, finalement. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. On parlait de sororité tout à l'heure. Moi, je crois que les femmes qui en ont marre de ce système peuvent tendre la main à leurs enfants parce que c'est elles qui les ont élevés. Eh bien, oui. Et pour avec les hommes de bonne volonté, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, casser le système. Eh bien, merci madame, merci Viviane. Merci madame Viviane de Beaufort. Merci Esther Ribaud, merci Gisèle Ziglac et merci Brigitte Troppnin. Merci mesdames. J'ai envie de vous dire, non, pas bonne journée de la femme du tout, c'est fini. Mais bonne soirée à toutes. Merci, et à tous. merci pour ton invitation. Merci beaucoup.